personne, Pascal Baquet, première lecture publique, 31 mai 2023. Le livre dont nous commençons aujourd'hui ensemble la lecture ensemble, est grand par la taille, comme avait dit de Gaulle, son professeur de lycée. Nous allons lire les premières pages, 14 exactement, pas trop, et il en comporte, avec ses 5 tomes, quelques milliers. Autant vous dire que nous nous embarquons pour un long voyage. Tous les mercredis, sauf quand il y aura relâche, comme on dit au théâtre, mais aussi en navigation, ici ou ailleurs, selon les bonnes volontés. Ce livre, Pascal Baquet le passe au crible de mon imbécilité de lecteur moyen depuis 1 an et supprime, corrige, réécrit ce que je ne comprends pas. C'est le prince Mychkine qui nous a réunis, il est ici ce soir, nous le remercions infiniment, tant nos séances de travail, j'ai mis des guillemets à travail, nous créent de félicité. Nous travaillons à la choule, c'est-à-dire la synagogue, de la rue Baffroy, pas loin d'ici. Le jeune rabbin nous prête son bureau. Je suis assis dans son fauteuil, ce qui n'est pas pour rien dans ma félicité. Et nous dévalons les pentes des pages. Littéralement, nous avons quelquefois l'impression de skier dans la poudreuse, de surfer les vagues. Et quelquefois, nous nous cassons la figure. Nous sommes face à un passage obscur pour moi en tout cas, mais Baquet a accepté d'étalonner la lisibilité de son livre à l'échelle d'un publicitaire de base, plutôt qu'à celle de ses amis de la rue d'Ulm. Alors, nous empoignons le passage et tâchons de l'éclaircir, et quand il n'y parvient pas, nous le virons, nous le supprimons allègrement. Mais le plus souvent, dans notre dévalement des pentes jubilatoires, ce n'est qu'un mot par ici, par là, à rectifier, un pronom à remplacer par le nom du personnage qu'il désigne pour que le lecteur s'y retrouve. C'est, pour rester dans la comparaison alpine, une simple faute de quart à corriger, ou marine, un génois à border ou à choquer, mon cher Pierre-Alexis, un peu pour atteindre la perfection et la pleine vitesse du voilier. Et ce n'est pas notre plus petit plaisir, même si par nature il ne dure chaque fois qu'à peine 1 seconde, de nous comprendre à l'instant, à demi-mot, de savoir que cette retouche n'est rien et est tout, qu'elle parfait la beauté en augmentant la clarté. Alors la clarté, c'est ce que nous allons vérifier avec vous aujourd'hui et chaque mercredi que Dieu voudra bien faire. Dieu, justement, m'amène à répondre à la question que certains d'entre vous forcément se posent, mais au fait, il parle de quoi ce livre ? Ce serait faire injure à Baquet de dire qu'il parle de Dieu, puisque juif et talmudiste qu'il est, il ne prononce pas son nom, il sait qu'il ne peut pas être nommé dans notre langage à nous, instrument de notre intelligence humaine, trop humaine. Moi, lecteur chrétien, j'y vois Dieu en transparence à chaque page, mais je ne suis qu'un lecteur, pas l'auteur. Ce livre, La guerre de la terre et des hommes, d'ailleurs voilà un exemple au passage de notre façon de travailler. Baquet, qui est de temps en temps traversé par des vanités pompeuses, des besoins de faire sérieux, s'était mis en tête de le renommer Pentalogie, au prétexte qu'il comporte 5 tomes. Il trouvait que ça faisait bien, lourd, et moi je trouve que c'est à peu près comme s'il l'avait appelé 10 000 pages, ou comme si au marché, au lieu de vous vendre des carottes ou des choux, le fermier vous vendait des kilos, alors que La guerre de la terre et des hommes, c'est quand même un titre magnifique. Cela a pris 20 secondes, alors que ça faisait des mois qu'il se délectait vaniteusement de sa pentalogie, qu'il la voyait déjà en lettres d'or sur le fond vert de la Pléiade, vert et or comme son futur habit de l'Académie. Il a juste dit « Ah, ah bon, d'accord, ça s'appelle La guerre de la terre et des hommes, alors, d'accord. » Donc, il raconte quoi ce livre? Eh bien, il raconte la guerre de la terre et des hommes. Il raconte notre histoire, l'histoire du monde, notre monde, son horreur, ses affres, le mal qui le traverse. Je vous préviens, c'est pas du tout « ma bonne dame, on est tombé bien bas, c'était mieux avant ». Baquet voit le début des souffrances des hommes en des temps très anciens, comme disait Hugo. Mais il raconte aussi l'esprit qui traverse le monde, la beauté. Il y a des personnages affreux, terribles, mais aussi des êtres d'esprit, de beauté, de bonté, d'intelligence,
ceux qu'il appelle les vifs, et qui sont ni tout à fait mêmes, ni tout à fait autres que les meilleurs des Juifs et de toute l'humanité. Bien sûr, il n'y a pas que des bons et des méchants, il y a des moyens aussi, ni tout à fait bons, ni tout à fait méchants, vous et moi, lui aussi. Il y a par exemple Churchill, Tolkien, Sibelius, un pape, un empereur, un poète, un Butler, Marguerite Duras, une femme belle comme les femmes de la Bible ou de la Torah. Et le livre lui-même, comme tous les livres qui comptent, tous les chefs-d'œuvre, fait partie de l'histoire qu'il raconte, porte le rêve, l'ambition folle, mais baquée de ses frais d'aucune folie, de peser dans l'histoire, pour le dire pompeusement, de contribuer à la victoire finale de l'esprit, de la beauté, du haut langage sur la tourbe. Certains d'entre vous ici savent que la tourbe, c'est un peu le personnage principal de l'histoire. Enfin, c'est le méchant de l'histoire. Comme disait Hitchcock, il faut que le méchant soit réussi pour que le film soit bon. Mais ça, cette victoire, nous la lirons ensemble, si Dieu nous prête vie, que dans quelques années. Juste un dernier mot. J'ai cité Hugo, j'ai parlé de chef-d'œuvre. C'est vrai. Je crois bien qu'aussi ballot que vous voyez qu'il est, aussi joufflu avec son air d'Apollinaire, aussi naïf, aussi tendre, aussi sensible à fleur de peau, aussi affamé de reconnaissance et par ailleurs quelquefois aussi hermétique, Baquet est un très grand poète, immense écrivain, et que ce livre dont nous commençons la lecture traversera les siècles à venir, s'il y a encore des siècles à venir, et des lecteurs dans ces siècles à venir. Maintenant, comme disait l'annoncier de Claudel, c'est lui qui va parler. Écoutez bien, ne toussez pas et essayez de comprendre un peu. C'est ce que vous ne comprendrez pas qui est le plus beau, c'est ce qui est le plus long qui est le plus intéressant, et c'est ce que vous ne trouverez pas amusant qui est le plus drôle. Et n'hésitez pas à vous verser un verre si le cœur vous en dit, à vous couper un morceau de pain et de fromage. Il y a aussi des bières du rosé, vous le savez. Allez en prendre, dérangez la lecture, le lecteur, c'est très bien. Car, comme disait aussi l'annoncier de Claudel, l'ordre est le plaisir de la raison, mais le désordre est le délice de l'imagination. À toi, Pascal. Prologue. Il y a dans le monde un objet de plus. Il est ignoré de tous depuis bien longtemps, quoiqu'on connaisse son nom depuis les premiers jours. Par lui, tout s'est passé, car sans lui, rien ne fût advenu. Il est unique en son genre. Nombreux sont les objets naturels ou de main d'homme qui sont de trop. Cela d'ailleurs n'est pas sans relation avec lui, car sans lui, rien, ni personne n'eût été de trop. En revanche, il est le seul à être de plus. Tout a une place et un espace, lui, pas vraiment. Non qu'il n'occupe lui aussi une place. Quand il passe par une main ou se plante dans le sol, il semblait étranger en cette place, mais jamais incongru. On savait qu'il en serait de même toujours et en tout lieu. Personne ne le recherche, comme on traque une curiosité ou une bizarrerie, ou un objet précieux, ou une relique, car il est fort ancien. Quand on le perçoit, on le fuit, sans partir en courant, sans crier. On ne se sent pas des sueurs froides descendre le long de la colonne vertébrale, pas plus qu'on ne se prend le coup afin de le protéger de la piqûre ou de l'égorgement. Mais on éprouve si nettement sa forme, sa couleur, son pouvoir. La peur qu'il suscite ne laisse aucune trace visible, elle est merveilleusement propre. Pourtant, rien ne l'égale. Une certaine classe d'objets partage avec lui une ressemblance, lointaine et même infiniment distante, et pourtant apparentée. Ce sont les livres. Quand l'objet de plus apparaît, c'est un jour tout particulier, au crépuscule entre chien et loup. Une dernière lumière flamboie. C'est l'ultime moment pour apparaître. Quand la nuit sera là, il s'agira de se blottir ou bien de s'endormir ou de mourir ou de trembler. Pour d'autres, de manipuler le soufre et la magnésie afin de produire un embrasement, ou la calcédoine enfin, afin de se pétrifier dans un reflet. Je les comprends. J'ai vu dans les galeries du muséum ces énormes blocs transparents et j'ai rêvé un bref instant au sort de l'estimable Merlin, enfermé par la fée Viviane dans ces pierres qui semblent
des concrétions de clarté pour toujours. Toujours. Quel mot a nourri plus de nostalgie. C'est en somme le fruit bâtard de l'objet de plus. Quand il paraît, se conjoignent deux grands rivaux que rien ne fit jamais se retrouver, la force qui fait pousser et la force qui écrit. Car l'objet de plus, en poussant, s'écrit. C'est écrire pour lui que de pousser, et c'est croître pour lui que de se recouvrir de l'être. Peu importe sa taille et sa couleur, sa densité, sa résistance, son poli ou son astringence. Ses effets sur la peau existent, mais ils ne comptent pas. Seuls comptent les lettres et l'épouvantable question qu'elles posent. Lorsque l'objet de plus est vu, tous les yeux du monde sont aveuglés, quoique seuls deux yeux le voient. C'est dire comme le singulier diffère du collectif, en cette matière comme en d'autres. Quand on l'a vu, toute autre contemplation devient homonyme, car le bâton n'est pas une chose qui se donne à contempler comme toutes les choses du monde. En revanche, sitôt qu'il a été vu, on se met à regarder autrement les choses. On ne voit plus la réalité. On voit, en quelque sorte, le réel. Comme la gelée blanche et translucide qu'on nomma la manne, ou comme cette neige qui déposée sur le sol lui semble offerte pour l'enrichir, car le monde en est comme modifié. Mais cet effet est bref, car l'objet inspire la peur. Voilà pourquoi on se rabat souvent après l'avoir vu sur quelques visions d'horreur, sur les quartiers de boucherie, les membres répandus sur le sol, ou le regard glacé d'un tortionnaire qui bat à mort une femme suppliante aux cheveux gris, puis la mange comme la duchesse de Lamballe, afin de conjurer l'horreur qu'inspire toute cette lumière. L'objet de plus rend visibles les horreurs de l'histoire, bien qu'il n'ait pas été créé pour cela. Alors survient le réveil. L'objet de plus a déplacé les choses, et même les mesures et l'espace, juste assez pour que les habitudes soient faussées. Tous d'un commun accord diront que rien n'est advenu et que nul n'a bougé. On déambule dans la rue comme si de rien n'était, avec l'air dégagé et presque las de ceux qui répètent chaque jour les mêmes gestes alors qu'on remarche pour la première fois que tout est hostile et incompréhensible. Ce marchand de journaux et son kiosque, cette boulangerie et cet arrêt de bus, et même ce champ de blé et cet arbre, là-bas au milieu des voitures. Quand la tension est trop grande, que les regards de la foule sont trop lourds et que décidément la vie ne vaut plus la peine, on se jette les uns sur les autres et on s'entre-dévore. Ainsi, après quelque temps, il est permis de dessiner des cortèges funèbres, et les femmes, aux voix les plus graves, entonnent de longues mélopées sans mots, les enfants se taisent et regardent, et la génération qui vient aura le moyen d'inventer une civilisation. Car elle est la civilisation, le rejeton bâtard de l'immondice et de la splendeur. L'objet de plus a semé tant de morts parmi les hommes, tant de mots ont été moissonnés à partir de ces lettres, tant de cadavres ont été empilés par les bulldozers et digérés par les lombrics au point qu'il n'y a pas un seul grain du sol qui ne soit mêlé à un peu de chair d'homme, qu'on n'en a retenu que la malédiction. Sinon qu'un jour, moi, qui ne devais jamais le recevoir, je le vis. C'était un matin de printemps. Après avoir déposé mes enfants à l'école, je me trouvais sur le boulevard sous les platanes, à hauteur des terrasses de café. Au lieu de m'attabler, je décidai de me promener. J'avais en tête souvenir d'un après-déjeuner chez un ami clarinettiste installé non loin des Tempes, le moment où, après avoir claqué la portière de sa voiture dans un son mat et enrobé, j'avais découvert un portail noble, une longue bâtisse nervalienne de briques et de pierres, et un immense parc vide, où des oies paraissaient sur l'étang, tandis que l'herbe seule répondait aux frondaisons. Nulle fleur, nul bosquet n'y avait été apprêté. Je m'étais adossé à un arbre et j'avais songé aux profondeurs du sol. J'avais longuement rêvé à une histoire, peut-être un mythe, que favorisait ce décor. Ce matin de printemps, donc, j'y retournai et repris le cours le long de l'eau, découpée en riches canaux qui se séparaient avant de se rejoindre, damant la terre d'un maillage mobile. Une odeur inouïe traversa mes narines, une odeur ironique, si extraordinairement drôle, une odeur de tourbe. J'étais arrivé, après être passé devant un petit terrain vague où, à côté d'un tronc mort, 2 tas de cailloux avaient été ma seule rencontre, à un moment d'interruption du mouvement. L'eau était mourante, peut-être était-ce un rêve. Un homme devait être en train de dormir derrière un bosquet où le guettait, ou bien qui sait, il avait laissé là
l'objet de plus. Le temps d'aller prendre le café dans le petit restaurant de Chamarande. Quelle désinvolture, dira un intellectuel. Aller au bistrot quand on l'a, lui. Mais qui sait si, quand on a reçu l'objet de plus, aller au bistrot ne devient pas une aventure. Toujours est-il que je vis cet homme, que je ne pourrais nommer et identifier que bien plus tard, au prix d'un immense voyage dans la terre et dans le temps, avait abandonné là, pour un court moment, l'objet de plus. Savez-vous ce qu'est l'objet de plus? Oui, bien sûr. Vous ne savez même que cela. Vous, qui toujours voulez tout oublier, c'est un bâton. Et il y a une note de bas de page, écrite avec M. Consigny. Un texte midrashique énonce que le bâton de Moïse était passé par plusieurs mains avant de parvenir à celle du prophète qui, pour libérer les Juifs d'Égypte, en fit tant de fois usage. Bâton dont on dit qu'une plaque de lapis lazuli y était sertie et qu'elle portait les initiales d'Etzach Adash Be'achav, celle des 10 plaies d'Égypte. Mais celle tout aussi bien d'autres événements si les plaies d'Égypte n'avaient pas eu lieu. Bâton, donc, qui serait passé dans les mains d'Adam, de Noé, de Shem, d'Abraham, d'Yitzhak, de Yaakov, de Yosef, et de chez le vice-roi à celle de Pharaon, si bien que Jéthro, conseiller de Pharaon, le lui aurait dérobé et l'aurait gardé chez lui, où Moïse l'aurait repris. En somme, tous les acteurs de la révélation auraient possédé ce bâton. Qu'il continue sa route dans ce livre, dans la famille de Har von den Rose, dit seulement que l'auteur du livre, que guide ou qu'égare sa fantaisie, a extrapolé ce travail du bâton sur les hommes dans les siècles ultérieurs. Fin du prologue. Livre premier, une histoire et une histoire font une histoire. Première partie, The Fellowship of Their Dreams. Chapitre 1, Maîtres et valets. Château de Bute, Écosse, 7 mai 1945, 17h30. He's quite a man, Mulligan, songea Lord Bute, calé profondément dans son large fauteuil en attendant ses hôtes. Il avait tout mis au point avec son butler qui venait de sortir. Mulligan. Sous les traits épais, les sourcils abondants, les larges mains et la voûte des épaules qui, cédant à l'âge, semblaient avoir gagné l'éternité comme les églises de village, une vive intelligence se cachait. Son savoir en matière d'art, d'idées, d'hommes aussi était faramineux. Le genre de serviteur qui domine tellement son maître que celui-ci doit être un homme remarquable pour le garder. Fort heureusement, Lord Bute avait la modestie de ceux qui font de grands efforts. C'est d'ailleurs sous ce signe que leur rapport s'était inscrit dès les premiers jours. Alors son père, le marquis, venait de mourir, et Lord Bute, qui s'était cru londonien pour toujours, avait reçu sa nouvelle position comme un fardeau. Le château, les domestiques, la fortune, autant de tâches qui allaient le distraire de sa musique. Mulligan, troisième sur la liste des candidats, lui avait cité à brûle-pourpoint sans le moindre accent la phrase du Don Juan de Molière « C'est ce qui rend la position d'un gentilhomme onéreuse ». Ne trouvez-vous pas, avait demandé ce Mulligan qui s'était présenté sans références antérieures, que tout l'art d'être noble repose dans ce joli mot du français, onéreuse. Lord Bute s'était senti résumé. Vous êtes bien savant, monsieur Mulligan, et bien francophone aussi. Où avez-vous appris à parler le français ainsi? Là où j'ai appris à parler l'anglais, répondit l'homme sibyllin. Seriez-vous un butler aussi efficace que savant? Ce que je sais est simple, ce qui est simple est évident, ce qui est évident n'est-il pas efficace? Dans le ton de la réplique, le gentilhomme avait perçu toute l'ironie que le nouveau butler nourrissait à l'égard de ses propres raisonnements. Pourtant, il n'avait pas menti. Les traditions du château perdurèrent, la splendeur nobiliaire continua sa lente procession, les balles furent données et les grands dîners restèrent parfaits. Grâce à Mulligan qui imposait à tous, du personnel du château à son seigneur, une autorité mystérieuse. Ainsi, Lord Bute avait retrouvé plus de temps pour composer qu'il n'en avait eu auparavant, lorsqu'il était encore célibataire, rêveur et pauvre. Un jour où Mulligan avait frappé de sa pénétration, en lui révélant les défauts inaperçus de l'homme qui venait de le quitter, à la façon d'un Sherlock Holmes, mais sans l'affectation scientiste du héros de Conan Doyle, il l'avait interrogé. Le butler avait répondu « Comment je le sais ?»« Eh bien, parce que j'ai croisé cet homme il y a 800 ans de cela. C'est une espèce rare, comme vous le voyez. »« Vous êtes donc immortel » avait fait Lord Bute en un rire. «
Mais non, je meurs, comme tout le monde. Puis, après un temps d'hésitation, contemplant l'œil de son maître comme pour l'examiner, il avait ajouté un ton en dessous. Les mots de tout le monde, n'est-ce pas, survivent à la mort de chacun. C'est pour cela que les hommes croient parler une langue. Oui, sans doute. Si derrière un homme se cache toute une langue, alors il survit à sa propre mort. Une autre fois, un échange avait laissé Bute plus songeur encore. Vous savez que Lord Maxwell, à qui je parlais de vous, m'a demandé de vous définir, Mulligan. De me définir? Vous avez fait cela sans mal, j'imagine, rien à signaler. J'ai répondu, après avoir réfléchi, cela m'arrive aussi à moi, que vous étiez un ange, Mulligan. Que pensez-vous de ma définition? Mulligan avait vacillé. Son maître était pudique et ce mot, dans son sens affectif, n'était pas son genre. C'est donc qu'il signifiait davantage. Ne croyez pas qu'on puisse aisément se jouer de ce mot d'ange, votre seigneurie, car il y en a parmi les hommes. Des anges? Demanda Lord Bute, surpris d'être rattrapé par sa propre intuition. Des hommes qui sont des anges? Il y en a eu. Et quand bien même, pourquoi cela vous perturbe-t-il? Lord Bute avait très longuement fixé Mulligan, étudiant particulièrement ses yeux. Il y avait en eux quelque chose de plus. Le grand seigneur anglais en avait été profondément troublé, comme par une de ces déclarations si latines qui heurtent les pudeurs insulaires. Vous réveillez en moi des eaux dormantes, Mulligan. Voilà pourquoi je suis si étonné par vous. Elles ne dorment pas, votre seigneurie. On les entend gronder dans vos symphonies. C'est ce que je dis. Quand on se consacre à une œuvre, on dort, en laissant vivre quelque chose. C'est vrai, je n'ai pas d'œuvre, et je ne dors pas. Alors qu'êtes-vous donc, Mulligan? Puis, Ian Stuart Bute avait décidé de cesser toute question. Il lui suffisait d'estimer son majordome avec plus de sentiments qu'il n'en avait jamais éprouvé pour aucun de ses semblables. La musique qu'il composait en avait été éclairée. On ne fera jamais d'art sans amis. La voix du butler le tira de ses pensées. « Gin and tonic, votre seigneurie. Je suis navré. J'ai vu que vous en aviez besoin, bien que vous ne soyez pas en train de composer. En quelque sorte, cette soirée est un peu une composition, n'est-ce pas? Exactement. Que ferais-je sans vous? Il faudra bien que vous appreniez à faire sans moi, votre seigneurie. J'ai un corps mortel, quoique j'aime le monde. Vous trouvez toujours les mots qu'il faut pour que je vous congédie, mon cher. Allez voir ailleurs si j'y suis. Je vous déteste dans votre veine sinistre. Cela pourrait arriver bien plus tôt que vous ne le pensez, dit Mulligan, d'un ton guilleret sur le pas de la porte. Mais vous verrez, quand je ne serai plus là, vous me retrouverez d'une autre façon et vous n'en reviendrez pas. Vous voulez partir, oui, ou je vous envoie mon écritoire à la figure. Mulligan éclata de rire, poliment. Il existait des bornes à ne pas dépasser. Et il y avait l'écritoire. Bute n'était pas seulement un marquis, c'était un artiste, un grand artiste. Il faut toujours se méfier avec cela. Lord Ian Stuart Bute était né à Mount Stuart. Son père, descendant de la dynastie des rois d'Écosse, avait eu une telle dévotion pour ce château et dépensé tant d'argent pour son entretien qu'il n'avait pas jugé bon de se partager, comme bien des familles riches de l'aristocratie, entre Londres et la campagne. Aussi, toute l'enfance de Ian s'était-elle passée à se perdre dans les couloirs sans fin de la demeure et à errer qu'il vente ou que le soleil par effraction le surprenne entre deux pluies au bout de l'immense parc, où il guettait le passage des cygnes et des oies, sur un rocher noyé dans les hautes herbes. Un précepteur avait donné de façon monocorde et sinistre des bases de latin, de mathématiques et d'humanité. Your Lordship avait été longtemps pour Ian le synonyme d'un ennui glacé. Était-ce pour le combattre qu'il s'était un jour assis devant le grand piano de concert dont nul ne jouait jamais, sinon une fois par an au bal du château, où lui manquait cruellement des sœurs qu'il n'avait pas eues? Sa mère, femme sèche et expéditive, avait été touchée. Les petites mains de l'enfant s'étaient mises à courir sur les touches, comme si elles étaient en pays de connaissance. Plus tard, lors d'une chasse aux faisans, le père avait cédé aux supplications du fils. Il engagea un professeur de musique, logé au château, car il venait tout droit de Londres. 10 ans plus tard, fort d'une maîtrise extraordinaire de la composition musicale, sa technique pianistique en revanche n'avait jamais été parfaite, Ian annonça qu'il se consacrait à son art. Comme de toute façon sa position interdisait à son fils d'exercer un métier, et puisque la famille Macduff depuis 9 générations épargnait au seigneur de Bute les fardeaux de la gestion de leur estate,
Son père accueillit cette nouvelle avec une parfaite indifférence. C'était moins grave en somme que d'annoncer un vote Tory quand la tradition familiale avait choisi les Whigs. L'ordre des choses resterait en l'état. À 40 ans, Lord Ian Bute s'était séparé de sa femme, parti avec son fils en Allemagne juste avant la guerre. Son élégance, parfaitement docile au code, des vestes en tweed sur la lande, aux costumes d'après-midi et aux habits du soir, semblait néanmoins un peu étrange sur cet homme massif et granitique, au crâne chauve, au regard brûlant et nostalgique, qui continuait de parcourir inlassablement ces terres et les rivages de l'île. Tant de rêves se lisaient sur sa tête, que tant de conventions dans le reste du corps semblaient là en détacher, autant que s'il n'avait été qu'un mannequin de bois surmonté d'une tête vivante. Deuxième et dernier chapitre, le bâton des millénaires. Sion, Suisse, même jour de 1945, un peu plus tôt. À 1711 km de là, dans la ville de Sion, canton helvétique du Valais, un problème troublait autrement plus gravement Hermann que la guerre finissante, le château de Bute et ses 2 habitants. Note. Lier ces 2 petits points du globe terrestre, la ville de Sion, canton helvétique du Valais, le château de Bute, Écosse, ne constitue une incongruité que parce que la plupart des hommes vivent en groupe, comme les arbres composent une forêt. Trop de tissus humains les séparent. Toutefois, chez certains esprits uniques qui ne se joignent à aucun groupe, le temps et l'espace se présentent tout autrement. Le tissu en est résorbé. Soudain proches et même intimes, ils ont en commun l'enjeu. À Sion, on le nomme le prêche. On comprend là-bas, beaucoup mieux qu'ailleurs, que tout le monde est obligé de l'écouter. Étrange ville, Sion. Petite bourgade sise dans un énorme théâtre de montagne auquel elle envoie, tels 2 messagers faits de pierres taillées de main d'homme, et dressés face à face sur 2 pitons rocheux, Valère et Tourbillon, l'église et la citadelle. Là souffle un air mystique, un air de Saint-Empire. Pourtant, on est en Suisse. À Sion coexistent 2 conseils, le municipal pour la forme et pour le fond, le conseil bourgeoisial, vieux de 1000 ans. Quand, après les conquêtes napoléoniennes qu'il avait noyées dans le département du Simplon, l'autorité helvétique rétablie avait donné à Sion un conseil municipal, au conseil bourgeoisial, on avait bien ri. Depuis 999, lorsque l'évêque Hugues avait été nommé comte du Valais, le conseil bourgeoisial avait été toujours confirmé dans son association utile, payante et efficiente avec l'autorité ecclésiastique. Le Saint-Empire, en 1032, avait intégré le comté du Valais et, avec lui, l'évêque et les bourgeois. C'est comme ça qu'on dit. Sion, 3 janvier 1002. C'était un jour d'hiver, pluvieux et glacé. Certains matins sont des commencements, d'autres, aubes levées enfin sur de trop longues nuits, sont des achèvements et des morts. Le théâtre des montagnes était couvert d'une neige qui prenait dans la lumière une teinte verdâtre. Élias était allé jusqu'au piton rocheux où il venait d'ériger une tour forte qu'ils appelaient Tourbillon. Les bourgeois de la ville en étaient fiers, tandis qu'à Élias, elle rappelait ou annonçait des tours abattus et des morts dans la guerre. Jamais auparavant, il n'avait cédé au désespoir. De toute façon, ce n'était pas vraiment ce qu'il éprouvait. La durée des hommes est insurmontable, se laissa-t-il murmurer. Les exilés subissent autrement le temps et les choses. Leur vie est légère, suspendue au vent, au caprice de quelque assassin de passage. Parfois, elle épuise celui qui la reçoit. Mais cette légèreté, si coupée du corps qu'on nourrit, et surtout de l'autre corps plus lourd encore que nous formons avec les autres, sécrète aussi dans l'esprit plus d'air et plus d'espace. Des accords nouveaux se croisent dans la chimie des impressions, des affects,
d'autres idées vous viennent, et parfois fulgure, comme une certitude volée au hasard, la vérité qui vous dépasse. Ce matin-là, la peur préparait l'intelligence. À quoi pensait-il? D'où lui venaient ces pensées en désordre? De l'empire d'hier, celui que son père lui avait appris à penser malgré son abstraction, et qu'il était parvenu à voir, lui, autant qu'un homme du commun voit sans mal un morceau de pain ou une ville. Dans la science de son père, les choses n'étaient pas nommées exactement ainsi qu'on le faisait ailleurs, car la science de son père était faite de savoir, de l'être lu et ravivé par son intelligence, mais aussi d'expérience que peu d'hommes pratiquaient. Une science faite autant des mots instillés à l'esprit que des gestes et des passions du corps. C'est toujours ainsi que dans le reste d'Israël, les Juifs ont appris à savoir. Après tout, il aurait pu se rassurer. L'Empire n'est jamais d'ici. Il est toujours ailleurs, au-dessus, quelque part, dans le ciel des idées. Ici, il y a de la terre, des végétaux, des animaux laissés par les hommes et des humains qui marchent en s'assurant de la dureté du sol. L'Empire les commande de trop loin. Avec la jeune Église, seulement âgée de 1000 ans, les successeurs de Charlemagne allaient d'un pas de danseurs. Rome ne menait plus à Rome, trop de ruines et de symboles dans ce nom. Les légions manquaient à l'appel. Les chefs du monde regardaient dans tous les sens, attendant la réponse. Bien des choses agitaient les esprits des clercs et des seigneurs. Elles heurtaient l'esprit d'Élias. En lui, cette cacophonie s'enregistrait comme un concert. Le germe était près d'éclore, de sourdre, des ténèbres odorantes où le possible pousse. En somme, une nouvelle expérience historique, celle des Ottoniens, allait succéder à celle de Charlemagne pour restaurer l'Empire. Car l'Empire, tout pantelant, tout ruiné qu'il fût, continuait et continuerait d'exercer sa fascination invincible. Élias n'était pas très grand. Son vêtement gris, son visage un peu frêle, au nez fin et aigu, rien n'eût impressionné le curieux. Mais il n'était pas sans charme pour ceux qui connaissent un peu mieux ses pareils. Son regard était clair et profond. Une vie, dont on ne pouvait deviner la cause, se lisait parfois sur son visage. Tout le contraire de cette puissance qu'on voit aux animaux et aux hordes. Une force extraordinaire, conjuguée à une fragilité qui ne se cachait pas. Certains appellent cela être beau. Il s'était assis sur une pierre. Il y resta longtemps sans rien se dire, tentant lui si léger, si mobile, d'approcher l'inertie pour mieux comprendre. Comme toujours, quand son corps se fut presque endormi, une pensée étincela. Il reprit sa marche. Une source jaillissait au-dessous de la tour avant de disparaître. Des herbes hautes l'escortaient. Le sol devint meuble, un peu tremblant. Il fallait rebrousser chemin. Il était parvenu à la tourbière de Sion, qui ressemblait à celle que son père lui avait écrite à Cuxhaven, où avait commencé ce qui allait s'achever ce matin. La tourbière de cette Germanie qu'ils avaient fui. Élias avait été averti de l'importance de la tourbe sans que Har, son père, lui eût enseigné son secret. Attentif à l'excès, il entendait couler l'eau, goutte après goutte, entre les tiges et les racines. Il croyait sentir les fibres en dedans d'elles-mêmes se distendre, se gâter, se transformer sous l'effet de cette eau. Dans d'étranges mutations qui brunissaient les matières et étouffaient les sons. Pourquoi s'en émouvait-il? Parce qu'il était affecté. Il sentait les plantes souffrir dans cette eau sans air. Enfin, il fut frappé. Une immense nausée le traversa de part en part. Tout son corps, des ongles des pieds aux cheveux de la tête, s'éprouva dans l'idée qu'il vit. Il était là, dans la tourbière, et l'évidence se créa en lui. Les hommes n'appartiennent plus à la terre. Leur matière n'est plus le sable de l'Orient ou le limon de l'Occident. Rome a reflué, sa mémoire va se dissoudre. Mais des nations vont pousser, vont naître de la tourbe. D'elle, des rejetons plus malsains encore. La tourbe est à présent la matière qui constitue les hommes.
Voilà ce que dit Élias à haute voix, se tenant le cou tant le sang y battait, et s'étranglant presque pour le faire refluer. Particularité des hommes, les bêtes naissent de leur espèce, mais les hommes naissent du monde, à cause de l'esprit qui les traverse et qui recommence tout à zéro. Zéro, le chiffre qu'avait rapporté Gerbert d'Aurillac. Un jour, un homme fit en pensée du nouveau. C'est pourquoi l'on dit qu'il fut façonné à partir de la terre. Cela signifie qu'il était né de rien. La terre est ce rien, car la terre est informe, possible de tous les possibles. Tel fut celui qu'on nomma Adam. Dans ce nom, on désigna la terre à laquelle on a retiré une lettre. À partir de lui, avec une lettre de plus, la terre avait été renommée. Les hommes, marqués par cet Adam, se crurent alors venus de la terre. Ils venaient de lui, en fait, comme les animaux viennent de leur espèce. Ce jour de l'an 1002, la longue descendance s'acheva. Élias vit que tout recommençait, non de la terre informe, pour leur plus grande intelligence, mais de la tourbe, qui semble de la terre, et n'en est pas, pour leur plus grand malheur. Elle semble un élément, mais elle est faite de plantes qui ont muté. Millions de tiges dont le nombre s'est compressé, de corps qui ont sucé l'eau vive et l'ont tué, s'abandonnant au sommeil de la déréliction. Une seule plante étrange, noirâtre, qui dévore le vivant. Ce n'est pas une métaphore, c'est plus terrible. C'est la vie même de ces nations que devine Élias. Il ne voit pas encore la France, ou l'Angleterre, ou l'Allemagne, comment les verrait-il? Pas non plus la Germanie, toujours à venir depuis son passé, jamais venue. Il voit leur forme, il comprend la tourbe. Certains disent que dans une série de nombres, le chiffre 1 est si entêté, si opiniâtre, qu'il n'y a en vérité que lui, rabâché dans tous les autres, qui ne diffèrent chacun que de 1, que de lui. Ces langues, nées de langues mâchées, remâchées, mortes et renées. Gestes, coutumes, fêtes, greffés comme des costumes qu'on rapièce sur les spectres de rites perdus. Formules, politesses, vomies et ravalées, dont le plus redoutable des Hercule Poirot ne reconstituerait pas l'origine. Des forces impérieuses, des feux concentrés et des explosions olfactives, fossiles d'énergie, s'étouffer de soi-même, c'est le principe de la tourbe. Soudain, la douleur s'interrompit. Il en fut comme si on lui avait arraché un bras d'abord et que son corps avait hurlé sa béance, puis comme si on avait recollé ce bras, de sorte que rien ne l'avait affaibli. Au contraire, le bras était revenu infiniment plus fort, doué de toute puissance et de double vue. L'instant d'avant, Élias vacillait, perdant l'équilibre entre un pied et l'autre pied. Désormais, toute tristesse était vaine, tout malheur était conjuré, et même la mort inéluctable n'était qu'une mue parmi d'autres. Il avait dans la main l'objet de plus. Il était lui-même, et davantage. C'était un bâton, tombé un jour d'un arbre. Sa matière était très dure à cause des ans, car la dureté des arbres, qui d'abord ont été des herbes, leur vient de la durée de leur vie. L'acharnement à rester où ils sont bande la fibre, jusqu'à faire oublier qu'elle fut un jour fragile à l'ongle. Mais sa couleur, grise sur toute la longueur, sauf vers le tiers supérieur, une plaque bleutée et luisante, picotée d'étincelles jaunes et aussi parcourue d'une émanation blanche, comme la mousse d'un nuage. Le ciel et les étoiles dans un bâton. En français, on l'appelle le lapis lazuli. Au lieu des tiges et des plantes de la tourbière, Élias vit une foule innombrable d'hommes. Ils étaient entravés, leurs mouvements n'étaient que des rêves. Leur esprit étouffait dans le réseau infernal des racines. Moins que les bêtes, moins que les pierres qui au moins connaissent les séismes, les hommes ne bougeaient. Ils étaient ligotés dans cette tourbe. Ils ne servaient qu'à la croître, comme une vaste surface qui s'agrandit de ce qu'elle dévore. On mentit quand on brandit l'humus et sa simplicité. Quand dans ces nations on se choisit des racines, des sols et des morts, l'alliance avait été contractée avec la plus complexe des matières,
la moins naturelle, la moins aérée. Élias regarda son bâton et y découvrit alors des lettres. Elles naissaient de lui, telle une résine qui sourd du bois fraîchement coupé. Pourtant des hommes antiques l'avaient déjà reçu. Il tenta de les lire, y parvint et dit « Il faut libérer les hommes de cette tourbe. Ce qu'il prononcera les détachera, les libérera, exactement comme une brise, d'un seul souffle léger, comme une brise d'un seul souffle léger, déracinera une forêt entière, ainsi que l'annonce le psalmiste. Il va parler, dresse le bâton dans sa main, ils voient, ils vont voir, ils seront dessillés. Personne n'était autour de lui. Pourtant, à ce moment, l'espace n'était plus rien, sinon cet homme avec l'objet de plus et des plantes enchaînées autour de lui. Une seule tourbière. Il suffisait qu'il parle et ils allaient entendre. Le bâton retomba, puis le corps d'Élias, il était mort d'une flèche tirée par son frère. Et voilà.